Bien le bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, je reçois pour vous Marilyn Busque-Dubois, autrice qui vient nous parler de son tout dernier recueil de poèmes qu'elle vient tout juste de lancer. On va recevoir également Mathieu Tremblay qui vient nous parler des immigrants, des nouveaux arrivants. Et vous allez voir, c'est fort intéressant, et entre autres de la troisième famille syrienne qui vient effectivement de se joindre à nous ici à Baie-Saint-Paul. Et pour terminer l'émission, Maurice Lavoie, grand bénévole de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui vient nous parler de son quilloton qui va avoir lieu édition 2020, mais très bientôt parce qu'on y est presque. Bonne émission. Marilyn Busque-Dubois, autrice. Bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est rare qu'on parle de poésie sur ce plateau. On reçoit du monde qui ont écrit des livres à l'occasion, on reçoit du monde qui parle de vernissage et autres, parce qu'ici dans Charlevoix, mais en tant qu'autrice de poésie, entre autres, c'est encore plus rare. Alors, ça va être le fun. On va pouvoir effectivement se jaser de cela. Tu viens de lancer effectivement un recueil de poèmes. Oui. Qui s'appelle? Carnet brûlé du monde qui crie. Carnet brûlé du monde qui crie. Est-ce que c'est noir? Est-ce quelque chose... Oui, Oui? C'est très noir parce que ça se passe dans les forêts brûlées au nord de la Colombie-Britannique, OK. où le paysage complet était entièrement noir. C'est le désert, c'est le cas de le dire. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... tu marches puis tu as des nuages de cendres qui se soulèvent quand tu marches. Là. C'est vraiment complètement brûlé. Donc, oui, puis ça a inspiré une poésie qui est assez sombre à cause du territoire très hostile. La couleur des gens partant. Oui, c'est ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas de vie parce que là, c'est brûlé, mais en fait, tu es allé là pour cueillir des champignons, je crois. Oui, pour cueillir des morilles de feu, qui sont des champignons qui poussent le printemps suivant un gros feu de forêt. C'est ça que je suis allée faire là-bas, mais j'en ai profité pour en faire une sorte de résidence d'écriture là, pour mon premier recueil. Parce que là, on est comme... Normalement, on serait en forêt. Oui. Là, c'est devenu une terre brûlée, c'est le cas de le dire. Oui. Là, vous vivez quoi? Dans des tentes, dans des petits campements? Oui, on pique nos tentes là, au milieu de nulle part, puis on part chaque jour dans la forêt comme ça pour voir où est-ce qu'on peut en trouver. On emprunte des anciennes routes de chemins forestiers, mais il n'y a pas un pas qui est facile. Là, tous les arbres souvent sont tombés, fait que ça fait des espèces de mi-cadeaux là, à certains endroits. Il faut comme passer par-dessus, par en dessous, sortir s'il y a un arbre, l'enlever du chemin, marcher pendant des kilomètres. C'est demandant physiquement. C'est très demandant, oui. OK. Ouais. Puis le décor, ben finalement, toi, ça t'a inspiré. Oui. L'expérience en tant que telle de survie en forêt, de dépassement de ses limites, la cueillette en tant que telle aussi, puis le voyage et le territoire là-bas, sauvage, tout était là pour... Tout était là. Ouais. Ça fait différent de dire on va se promener en forêt. Ouais. Il y a de la couleur, il y a de la vie, Ouais. il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses. On s'en va sur une terre brûlée, c'est le cas de le dire. C'est deux mondes. Là. Mais il y a quand même de la vie, hein? Il y a des grizzlies. Oh, ils sont toujours là, eux? Oui. Ah oui? Même s'il n'y a pas de forêt ou quoi que ce soit? Il y en a probablement moins, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture pour eux, là, mais oui, il y a des grizzlies, puis il y a d'autres petites bêtes comme ça, puis il y a une très belle fleur aussi mauve, des fois, qu'on peut trouver, qui pousse elle aussi à travers la cendre. OK, comme on dit, après le désert ou le déluge, il y a d'autres choses qui se passent. Oui, c'est lent, là, mais ça... Alors, puis là, les champignons, c'est des morilles, c'est des champignons recherchés. Oui, c'est des champignons qui coûtent très cher, là. Très cher, en fait, plus que des champignons de Paris, là, Puis, qui sont recherchés surtout en Asie qu'on les consomme. Bien. Alors, l'inspiration te venait pendant que tu cueillais ou bien non, c'est retour au campement, puis là, je m'assois, puis voici ce que j'ai... Ah non, c'est vraiment pendant la cueillette. Même des fois, j'étais en train de cueillir, puis la voie d'écriture partait, puis à un moment donné, il y avait
il y avait quelque chose qui se mettait en branle. Fait que là, moi, j'écris à voix haute, là, fait que là, j'avais peut-être la folle, mais j'étais toute seule dans le bois. On peut crier, il n'y a pas de problème, là, il n'y a personne. Mais c'est ça, fait que je marchais, puis je cueillais, puis là, à un moment donné, je commençais à répéter le vers que j'entendais jusqu'à temps qu'il y en ait un autre qui arrive, puis je répétais, puis là, pour m'en rappeler le soir quand j'arrive dans ma tente, puis là, que... OK, sur le moment, tu ne sors pas le petit carnet pour écrire ou quoi que ce soit? Non, j'ai vraiment pas le temps. Non, l'espace pour ça pendant qu'on fait de la cueillette. Ah ouais, ça prend de la mémoire, parce qu'il y en a qui ont des flashs, puis après ça, ils arrivent à quoi donc j'ai pensé ou j'ai rêvé ou que j'ai imaginé. Mais en même temps, tu es toute seule toute la journée, fait que j'avais juste ça à faire, me le répéter, puis à un moment donné, ça rentre. Là, c'est comme une chanson. Là. Ouais. Génial! Je te regarde. Bravo d'abord pour cette écriture-là. Je veux dire, on est jeunes, puis on commence déjà à produire des choses. Est-ce qu'on réussit à en vivre à l'âge que tu as de mon écriture? Oui, oui. En vivre, pour l'instant, je ne vis pas 100% de mes œuvres littéraires, mais c'est juste un début, mais ça fait, en janvier, ça va faire 2 ans que je vis à mon compte de l'écriture, mais je fais aussi de la rédaction professionnelle, de la révision, de la traduction. J'anime des ateliers de création littéraire aussi. Alors, les mots oui. t'inspirent? Non. Ça a été quoi le déclic pour dire je m'oriente comme ça, là, c'est ça mon avenir, c'est ça que je veux faire? Bien, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Là. J'ai toujours énormément lu et énormément écrit. Là. Puis, à un moment donné, j'ai étudié en théâtre. Puis, il y a eu comme un moment de... Tu as bifurqué? Oui, j'ai bifurqué, puis que je suis allée faire un bac en création littéraire à l'Université Laval. Puis, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment là que j'avais ma place. Là. Je me sentais à l'endroit où je devais être. Là. Ouais. Ouais. Donc, si on a des œuvres maintenant, on va participer à des salons du livre ou des choses comme ça, là? Oui, il y a le Salon du livre de Montréal qui va être mon premier fin novembre. OK. Puis après ça, il va en avoir d'autres avec le temps. Alors déjà, de participer à des salons, on vient de passer une autre étape. Là. On est là maintenant, vous dire, voici mon œuvre, on peut s'asseoir, en jaser. Oui. Non, j'ai vraiment hâte de rencontrer des inconnus pour parler du livre puis de parler de poésie parce qu'à date, quand on commence, notre réseau, c'est notre entourage. J'ai hâte de voir ce que des gens qui ont un recul complet sur moi, qui ne me connaissent pas du tout, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ah, c'est intéressant. Ouais. On s'en jasera juste pour voir la réaction, le feedback que tu as pu en avoir, quoi que ce soit. Ouais. En plus d'écrire effectivement ce recueil, tu planches sur un livre, un roman qui s'oriente vers de la fiction, vers... Oui, c'est de la fiction. C'est un roman sur lequel je travaille depuis à peu près 5 ans, on and off, là, mais c'est un roman de voyage. C'est tout ce que je peux dire, vraiment. C'est un personnage qui part faire un voyage humanitaire. Puis, ça se passe pas du tout bien. Ouais. Non, il y a toujours des aventures, il y a des imprévus, il y a des surprises. En voyage, il y a toujours des surprises. Il y en a des bonnes, mais il y en a des moins bonnes. OK. En principe, là, on avance-tu pas mal dans le dévoilement de ce livre-là? C'est-tu quelque chose qui est prévu pour bientôt? Bien, j'essaie d'accélérer le processus, là, parce que ça fait longtemps que, justement, je le traîne un peu, là, puis c'est difficile de se concentrer que là-dessus, parce que pendant que tu travailles sur l'écriture d'un roman, il n'y a pas de revenus qui rentrent. J'ai besoin de payer mon loyer comme tout le monde. Mais là, j'ai l'intention, justement, dans la prochaine semaine et les mois à venir, de prendre des pauses là, où je me coupe complètement des autres formes d'écriture ou de mes autres projets pour me concentrer que sur mon roman à temps plein pour le faire avancer un petit peu plus vite. Parce qu'écrire un poème et écrire un livre, c'est totalement deux mondes. Oui, en effet, c'est totalement deux choses différentes. Les personnages grandissent, évoluent, il y a des expériences qu'ils font. De là, en tout cas, je regarde, je lis beaucoup moi-même, mais c'est comment chacun a son style. Chacun va décrire le personnage, va décrire l'environnement, va décrire la situation. On parle d'émotions, on parle de relations, on parle de toutes sortes de choses. Oui. Puis la façon que j'ai d'écrire est très instinctive, donc c'est quelque chose qui est un défi supplémentaire des fois parce que j'ai pas de chronologie ou d'étapes, de chapitres à suivre, là, de plans que je me serais fait, puis que là j'aurais juste à comme naviguer à travers ça. C'est vraiment à l'instinct comment ça sort. Fait que des fois ça devient une espèce de gros casse-tête, là, tous ces fragments-là qui sont pas connectés les uns aux autres encore.
À l'agent Leloup, Peut-être. qui écrit des phrases à droite et à gauche. Après ça, il ramasse tout ça puis il fait une chanson. Oui, ça ressemble un peu à ça quand j'écris mon roman. Ouais. Tu planches aussi sur un volume pour enfants? Oui, un livre jeunesse, en fait, que là, je vais mettre un petit peu de côté pour me concentrer sur le roman, mais il est bien avancé, là, qui est un livre jeunesse qui va mélanger les contes et les recettes. En fait, dans chaque conte, il va y avoir une recette. Puis, les enfants, la famille vont pouvoir faire la recette qu'ils ont trouvée dans le conte. Tiré du terroir? Oui, inspiré beaucoup du terroir de l'agriculture de saison québécoise avec nos produits d'ici et vegan aussi, OK. 100% donc d'origine végétale. Ah! Donc, c'est pas les projets qui manquent, là. Non, pas les projets qui manquent. C'est le temps. À écrire comme ça, est-ce qu'on fait face déjà à l'occasion à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche? Bien, ça m'arrive, mais pas souvent. Puis quand ça m'arrive, tout de suite, je passe à un autre projet. Tu sais, j'essaie là, de me discipliner puis d'écrire à tous les jours, mais quand je vois que sur un projet en particulier, je suis pas dans cette énergie-là puis que ça sort pas comme j'aimerais, je m'acharne pas trop longtemps puis je travaille, mais sur un autre projet, je switch d'espace dans mon cerveau. Oui, l'inspiration n'est pas là-dessus, on s'en va ailleurs. C'est ça. Ouais. Faut que ça me fasse vibrer, il faut que je sente quelque chose dans le ventre. Est-ce qu'on est plus matin, après-midi, soir, nuit quand on écrit ou ça vient comme ça vient? Pour les premiers jets, c'est plus facile quand il fait noir, en fait, que ce soit très, très tôt le matin ou le soir, là, mais on dirait que le noir, l'immobilité, on dirait des choses, ça permet de mieux se concentrer puis de faire le vide pour se mettre dans la peau vraiment du personnage qui est en train de se créer. Moins de distraction dans le fond. Moins de distraction, c'est ça. On lève les yeux, on voit pas grand-chose, donc on est comme... Tandis que dans la journée, c'est plus facile pour faire de la réécriture, de la révision, retravailler les textes, la mise en page. Toi, tu es originaire de... Tu es une étrange, je emploie l'expression. Oui. On est tous des étranges ici. C'est correct, c'est le fun, ça en prend. Parce que là, présentement, Charlevoix est en train de vivre une migration négative. Oui. Charlevoix, ça a été quoi comme attraction pour toi, puis côté inspiration? Moi, j'habitais à Québec, puis dès que j'avais un petit peu de temps libre, j'étais tout le temps dans Charlevoix. J'adore l'espace que ça procure. On dirait qu'on respire mieux. Je fais beaucoup de plein air, donc j'aimais beaucoup pouvoir avoir accès aux parcs nationaux, des Grands Jardins, puis des Hautes-Gorges, vraiment à proximité. Puis quand j'ai besoin de me concentrer pour écrire, on dirait que je me sens bien enracinée ici. Justement, moins de distraction, moins de stress, moins d'agitation. J'ai le calme dont j'ai besoin. On a ce qu'on recherche. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Mais tu es une citadine. Oui. Mais finalement, tu découvres que tu es plus une façon de parler, une rurale? Oui, bien, je pense que je l'ai toujours été. J'habitais en ville, mais je veux dire, j'étais tout le temps dans le bois. Ma famille ont toutes des cabanes à sucre. J'ai fait beaucoup de camping, beaucoup de voyages. Donc, j'ai toujours été plus portée vers la nature que vers les villes. Les villes, j'aime y aller de temps en temps pour aller voir un spectacle, là, mais pas y vivre à temps plein. Puis, ici, en plus, à Baie-Saint-Paul, je trouve que c'est pas comme d'autres villages où c'est plutôt le calme plat. Là. Ici, il y a quand même une belle activité. Là. On sent qu'il y a de l'énergie dans l'air puis que les gens ont des projets vraiment stimulants. Fait qu'on dirait qu'il y a une belle énergie qui circule. En tant qu'artiste, très souvent, on entend souvent dire, ben là, il faut que je me rapproche justement des villes, tu sais, Québec ou Montréal, où c'est là que ça se passe. C'est là que sont les éditeurs. C'est là qui est le marché, en gros. Non. Non. Ça me fait juste plaisir. Comme là, j'en ai eu quelques événements là, il a fallu que je me déplace à Montréal ou à Québec, justement pour parler du livre. Moi, ça me fait juste plaisir. Ça me fait des petits voyages en ville comme ça. Puis, on aime y aller, mais on aime retourner. Mais après ça, c'est ça. Je descends la côte de Baie-Saint-Paul puis j'ai quasiment les larmes aux yeux quand je reviens à la maison. Alors, elle est née pour être en région. Oui. Parle-moi de ça. Ton livre, il a été lancé tout récemment. Oui. Quelle est la maison d'édition? Les Éditions du Blé. Okay. C'est la première maison d'édition francophone de l'Ouest canadien. Ça existe depuis une 50aine d'années, je pense. Puis c'est ça, j'ai eu le privilège d'être publiée avec eux parce que l'action du livre se passait dans l'Ouest canadien. Parce que normalement, ils publient des auteurs francophones hors Québec pour essayer de stimuler, promouvoir la francophonie dans l'Ouest canadien. Et on le retrouve partout, même si c'est la maison d'édition de l'Ouest? Oui, là, je veux dire, oui, il est disponible dans toutes les librairies en ce moment et en ligne. D'ailleurs, il est à la librairie de Baie-Saint-Paul aussi. On pourrait, sur une liseuse, le lire? Oui, sur une liseuse aussi. Vous pouvez l'acheter format PDF ou format papier. Ouais. Ah, donc,
Il se vend combien? 16,95. Ah, c'est très abordable. Oui. Hein? Il y a combien de poèmes, grosso modo? Il doit y avoir environ 80 quelques poèmes Ouais. Dans le recueil. Ben, Un par jour, donc... Ça a été productif. Oui, ça a été très productif. Beaucoup de champignons aussi? Oui, beaucoup de Aussi? champignons, Donc, oui. productif sur tous les sens. Oui. Oui. Génial. Alors, j'espère bien qu'on va se revoir à la sortie du fameux roman, ou peut-être Ben oui. avant, s'il y a d'autres choses. Ben oui. Ben, merci pour votre visite ici. Ben merci de m'avoir Et invité. bonne chance. Merci. Mathieu Tremblay, agent de migration et à Place aux Jeunes. Et également, tu travailles au service que l'on appelle des nouveaux arrivants à Charlevoix. Oui, le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix. Bon, parce que les noms, à un moment donné, ça s'étire. Il n'y a pas de problème. Chose certaine, c'est qu'on accueille des personnes qui viennent de l'extérieur. Exactement. Puis c'est pas juste extérieur du pays, c'est extérieur de la province, donc Québec, Montréal, que ce soit ou Paris ou Brésil, Afrique, peu importe, sont les bienvenus chez nous. Alors, on ne part pas en voyage, mais on recueille ou on accueille des gens Exactement. effectivement, qui viennent de partout. Donc, on a un cours d'histoire et de géographie à travers tout ça. Ah, c'est extrêmement enrichissant. Là. J'essaie d'apprendre plein de morceaux de bouts de langue, là, puis ça marche pas. J'ai pas, non. Alors, finalement, la langue, c'est quoi? C'est plus l'anglais avec lesquels on réussit à communiquer avec eux? Essentiellement, c'est beaucoup le français. Il y a beaucoup de français parce qu'il y a beaucoup d'immigration francophone. Puis après ça, oui, il y a quelques anglophones. Puis il y a plus d'hispanique, plus d'espagnol que d'anglais pour les services dans lesquels on offre là, pour le moment. OK. Votre rôle, comme on dit, c'est d'accueillir ces gens-là qui viennent de partout, comme tu viens de le mentionner. Dans le fond, votre rôle, c'est pas juste de dire, ben, venez-vous-en, vous êtes maintenant, voici Baie-Saint-Paul. Ça va loin là, en termes de services à faire. Bien, effectivement, parce que la première des choses qu'il faut se rappeler, c'est que la première recette pour une migration réussie, c'est l'accueil. Si les gens ne se sentent pas bienvenus quand ils arrivent ici, des chances qu'ils ne restent pas. Donc, nous, on travaille après l'arrivée, mais beaucoup avant l'arrivée aussi. Souvent, on va avoir, exemple, un employeur qui va nous appeler en disant « Écoute, moi, j'ai un nouvel arrivant, un nouvel employé qui va arriver dans 3 mois, il arrive de la France, est-ce que vous pouvez l'aider? » Donc, l'employé prend contact avec nous, on l'aide pour la recherche de logement. Ouais. Parce qu'on ne cherche pas un logement ici comme on cherche un logement en France. On explique comment ça fonctionne aussi. Ça, c'est juste un exemple. S'il y a une famille, exemple, si la personne migre avec un conjoint, une conjointe, des enfants, la conjointe aura besoin d'un emploi, bien, nous, de la corporation de services de main-d'œuvre d'appui, on a aussi le volet Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on peut aider aussi, l'exemple, les conjoints de la famille là, à se trouver un revenu. L'inscription des enfants à l'école aussi, si on participe, là, on va aider à diriger les écoles, les garderies aussi. Donc, on a vraiment une gamme de services très variée. C'est de l'intégration, dans le fond. Exactement. On facilite l'arrivée, on facilite le fait qu'ils restent ici aussi. Par exemple, ça peut arriver des nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui parlent juste espagnol. Ouais. Bien, eux, ils travaillent, ils ont besoin d'un compte de banque, ils ont besoin d'avoir un numéro d'assurance sociale. On va partir avec eux, on va les amener, exemple, à chercher un numéro d'assurance sociale, un compte de banque, on va jouer au traducteur. Parce qu'ils parlent juste espagnol, mais ils ont besoin des services. Donc, la francisation va venir, souvent sont ici en cours, mais sur le besoin, c'est quand même des sujets sensibles, importants. Donc, il faut qu'ils comprennent bien les enjeux. Parce que le français, toute proportion gardée, la langue des affaires en général, ils disent que c'est l'anglais. Oui. L'autre langue la plus parlée est l'espagnol. Le français est quand même loin derrière comme tel, mais on est quand même un regroupement d'individus qui parlent le français dans le monde. Effectivement. C'est sûr qu'on a beaucoup de migration de la francophonie. Juste par exemple, la France, on a beaucoup de gens qui vont venir travailler, qui vont venir de la France ou du nord de l'Afrique. Les pays maghrébins, donc c'est des pays qui sont essentiellement francophones. Donc, c'est sûr que oui, ça aide. Là. Il y a une certaine, on va dire, une complicité naturelle. Puis, on a de plus en plus... Au moins, il n'y a pas la barrière de la langue. Exactement. Okay. Puis, il y a de plus en plus de Sud-Américains qui viennent ici aussi. Donc, l'espagnol devient important, là, devient de plus en plus importante. Mais l'espagnol est très proche du français. Donc, c'est sûr que la francisation est quand même moins complexe un peu que si la personne parle anglais. On parle d'immigrants, on parle de nouveaux arrivants.
Bon, il y a eu des statistiques récemment qui parlaient de Charlevoix où on connaîtrait une baisse, migration négative assez importante, merci. On travaille à contrer ça. Oui, je n'en doute pas. D'ailleurs, ça fait quelques années que c'est commencé pour dire on peut-tu ralentir ou changer de côté cette approche-là. Mais ça devient un incontournable. On va avoir besoin de monde qui viennent de l'extérieur. Et effectivement, puis on le voit déjà, c'est déjà le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des travailleurs qui viennent de l'étranger, qui sont ici pour 2-3 ans. Et souvent, ils restent 2-3 ans pour un premier contrat. Ils désirent rester, donc là, on les accompagne dans leur démarche là, pour ce qui est de résidence permanente, CSQ, des choses comme ça. Puis, on donne un permis de travail, ça aussi, on donne ces services-là là, on donne ces services aux nouveaux arrivants. Mais effectivement, là, la question de la langue, c'est quelque chose qui est très importante. Là, puis on va beaucoup aider, on va travailler, par exemple, avec la FAC, la formation Alpha Charlevoix. Oui, Merci. oui. J'ai un blanc, excusez. Oui. Avec formation continue, La commission francisation scolaire, aussi, exactement. Francisation. Pour Québec, on fait tous ces liens-là pour que la personne arrive et qu'elle puisse avoir accès vraiment à des services. Là. Quand un immigrant arrive ici, très souvent, parce qu'on le voit, là, Montréal peut être la porte d'entrée, s'installe un peu, puis finalement, après une chose qu'on sait, oups, ça s'en va vers Toronto ou vers Vancouver ou autre, foncièrement parce qu'on est un peuple francophone dans une mer d'individus anglophones. Pour eux autres, il y a déjà une certaine base en anglais. C'est plus facile de dire « je fais le saut du côté anglophone ». Donc, on a à travailler plus fort pour les garder chez nous. Bien, effectivement, c'est ça que tout ce qui est des côtés anglophones, effectivement, il y a des communautés aussi différentes dans Toronto. Il y a beaucoup de diversité, même chose que d'autres villes canadiennes. C'est pour ça que c'est important de bien les accueillir, d'être présent quand ils sont sur place, puis de leur expliquer la langue. Pour l'instant, c'est peut-être un problème, mais ou un plus un frein qu'un problème, mais que ça va prendre quelques temps, ça va venir, le français va venir. Puis ce qui aide beaucoup, c'est que si, exemple, un Mexicain arrive, qui rencontre un Mexicain qui est déjà ici, qui va expliquer, oui, ça se fait bien, là, le transfert et tout, bien, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. En terrain connu. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les francophones qui vivent, exemple, à Vancouver, vont se réunir ensemble. Comme toute minorité, vont essayer de retrouver les siens là où il est maintenant. Ben oui, c'est rassurant aussi, d'un certain sens. Oui. On échange, on crée une communauté, on se comprend, on n'a pas à se battre parce qu'on peut communiquer. Il ne faut pas sous-estimer le choc culturel. Quand les gens partent de l'extérieur et qui arrivent ici, c'est souvent un gros choc culturel. C'est pas du tout la même dynamique, la même réalité qui arrive chez eux. Des fois, il y en a qui arrivent au mois de janvier, ils arrivent en plein hiver. Ouais. Ça frappe aussi. Là. Mais on n'a pas besoin d'aller loin. Il y a des urbains de Montréal qui viennent en touristes ici dans Charlevoix, adorent Charlevoix, disent « Wow, je voudrais bien m'installer ». Ils font 1 an, 6 mois, 1 an et demi. Là, ils se rendent compte qu'il manque quelque chose ou ça tombe tranquille dans la grosse saison d'hiver. Je retourne en ville parce qu'ils ont eu un choc culturel. Bien, effectivement. Alors, imagine, puis ils vivent dans la même province. Nous, on va en vacances 1 semaine, on revient, puis on est déphasé un peu, on est un peu sous le choc. Donc, imaginez, eux, c'est une vie qui change complètement, là. Donc, ils partent, exemple, là, ils vont partir de Paris, ils vont partir de Buenos Aires, de Mexico, puis ils arrivent à Baie-Saint-Paul en moins de 24 heures. Donc là, c'est totalement différent de ce qu'on a connu. Ouais. Puis là, tu viens pas en touriste, tu viens pour y vivre. Exactement. C'est d'autres choses, là. Pas la même... Non. Tu viens pas pour le plaisir, là. T'es en touriste, tu as un toit, tu manges, tout est correct, merci, bonjour. C'est exactement. Tu as des activités, la vie est pas belle, tout ça inclus, dure pas là. longtemps. Non, c'est pas un tout inclus, là. Non, tout est là. Récemment, vous avez accueilli une 3e famille de Syriens. Oui. Ça aussi, là, ça s'est fait très rapidement. Oui, la famille Ajouri. Ajouri, notre famille, OK. Exact. Et ces gens-là sont partis directement de la Syrie pour s'en venir ici à Baie-Saint-Paul. Exactement. Ils sont partis le 25 décembre, ils ont embarqué dans l'avion, le 25 septembre, excuse-moi, embarqué dans l'avion à Damas. Ils sont arrivés à Montréal le 25 en soirée. Le 26, ils sont en venus. Donc, le 25, ils ont dormi à l'hôtel. Le 26, ils ont fait la route, ils sont arrivés à Baie-Saint-Paul. Ils ont pris possession de leur logement. Puis le 27 au matin, ils étaient dans mon auto. On allait faire des niveaux d'assurance sociale à la Malbaie. Puis le lundi suivant, les jeunes commençaient l'école. Ouf! C'est en même pas 1 semaine, c'est beaucoup de changements. Tu n'as pas le temps d'avoir le choc, là. Je veux dire, c'est bang, 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 on s'intègre, on n'a pas le choix, merci, bonjour. Exactement. Là, c'est après, c'est comme un ressac, là. Bien, c'est ça, là. Quand ça arrive, exemple. Le backslash qu'appelle, là. Exactement. Je m'imaginais des parents le lundi matin qui étaient chez eux dans la maison, les enfants sont partis à l'école, puis ils doivent se dire bon, on est à Baie-Saint-Paul maintenant. OK. On regarde dehors, puis on est loin de notre environnement chez nous. Exactement. Mais par exemple, je me souviens, je suis allé porter avec eux
les enfants à l'école, ils sont revenus à pied. Puis on dit non, on ne veut pas de transport, on se retourne à pied chez nous, on est bien. Donc, c'est des signes qui démontrent qu'ils veulent s'intégrer. C'est la troisième famille que l'on accueille. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a tiré beaucoup d'expertise de l'arrivée des deux autres familles par rapport à celle-ci? Absolument. Premièrement, il y a un comité qui a été formé, le comité d'accueil des réfugiés syriens ici à Baie-Saint-Paul. Jacqueline Witchy en tête, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont ramassé des sous avant que la famille arrive, parce qu'ils ne veulent pas, quand la famille arrive, ils n'ont pas de revenus immédiats. Il y a quand même des dépenses, donc ils ont ramassé des sous, ils ont ramassé des denrées, des meubles, ils ont peinturé l'appartement, ils ont fait un travail, mais vraiment extraordinaire. Ils sont allés les chercher à Montréal, ils les ont ramenés. Donc, c'est sûr qu'eux, ils étaient déjà un peu rodés parce qu'ils avaient, en quelque sorte, accueilli les deux autres familles aussi. Donc, quand ils sont arrivés, ça allait très, très bien. Nous, le SANA, on était là en appui avec eux. Puis, c'était très facile, là, parce que c'était déjà... le chemin était déjà tracé, là. OK. Donc, on a suivi la trace. L'intégration des deux autres familles, ça va bien jusqu'à maintenant? Parce que Très ça bien. fait quelques années, là? Oui, ça va faire 2-3 ans, je crois, 3 ans qu'ils quelque sont chose arrivés. Ça va très bien. Justement, je les ai croisés en fin de semaine, puis ils parlent la francisation se déroule très, très bien. Ils parlent français, ils s'expriment, ils ont leur travail. Les enfants vont à l'école, ils ont les voitures, donc ça se déroule très bien. OK, donc l'intégration, c'est comme bien fait. On ne pense pas les perdre ou qu'ils vont quitter bientôt. Non, ça devrait Ça pas. devrait Là. pas, là. Je pense qu'ils sont trop bien. Là. Ils reconnaissent la qualité de vie. Tu sais, les autres, ils partent d'un pays qui est en guerre. Ouais. Quand ils arrivent ici, à Baie-Saint-Paul, qui est tellement zen, qui est tellement un beau milieu de vie, qui font juste apprécier le fait d'être ensemble, puis de pouvoir travailler, puis de pouvoir vivre normalement. Tout est là, hein? D'avoir une vie normale. Exactement. C'est ce que ces gens-là recherchent. Puis exactement. Puis c'est nous, un comité d'accueil est en place, il y a le SANA, mais toute la communauté a un rôle à jouer aussi, parce que veut pas, tout le monde participe à leur accueil. Des fois, on les croit, juste leur dire un petit bonjour, leur demander comment ça va. Bien, juste ça, c'est un autre élément de plus qui fait en sorte qu'ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent les bienvenus. Puis le fait d'être dans un petit milieu, en général, on se connaît plus. Alors, c'est pas le milieu anonyme d'une ville comme telle. Vous dites, bien là, tout le monde se croise, personne ne se connaît, puis personne ne se regarde. Ils ne se sentent pas comme des numéros. On peut communiquer avec les yeux, bonjour. Exactement. On les croise sur la route, on les croise sur le chemin, donc on va finir par se revoir un jour ou l'autre. Vos services peuvent accueillir ou être en relation avec combien de personnes annuellement? Ça varie. Ça varie vraiment, là, parce que c'est beaucoup dans le long terme. Donc, c'est des gens qui vont être là depuis 2-3 ans, on va être en démarche avec eux depuis 2-3 ans, je veux dire. Donc, c'est difficile de chiffrer combien en même temps, mais l'année dernière, on parle de presque 125 migrations qui ont eu lieu là, dans la région de Charlevoix. Des gens qui ont utilisé nos services, qui ont migré par nos services. Donc là-dessus, il peut y en avoir qui sont en suivi, on va dire, on travaille avec eux depuis 2-3 ans aussi. Là, donc, parce que, comme la dernière famille, ils ont fait une demande en bonne et due forme. Oui, eux, ils ont été sélectionnés, c'est des réfugiés. Ils ont été sélectionnés, donc pris en charge. Quand ils sont arrivés ici, de là, la rapidité de dire on vient s'intégrer, non pas comme ceux qui passent la frontière un peu illégale, puis c'est des migrants. C'est exactement, la situation n'est pas la même. Eux, c'est des réfugiés qui ont été sélectionnés. Donc, la différence là, est quand même importante. Là. Ouais. Puis généralement, quand les jeunes nouveaux arrivants arrivent ici, ils arrivent avec un travail ou viennent pour un travail. Donc, eux, ils arrivaient, mais sans nécessairement de travail, sans la langue. Donc, c'est sûr qu'il y a un processus qui est différent là, d'une immigration, on va dire, pas plus normale, mais plus conventionnelle. Puis, eux autres, c'est une famille de 5 personnes, 3 enfants, 2 adultes. Exact. Et les familles antérieures aussi, c'était quand même. C'était 4. Eux autres, c'est des familles de 4. 4 comme telles? Oui. Donc, il y a une famille qui a 2 enfants primaires, une famille qui a 2 enfants au secondaire, puis une famille qui a 3 enfants au secondaire. Wow. Okay. Donc, c'est des futurs citoyens bien intégrés, bien établis. Bien oui, on a hâte de voir, peut-être qu'on va voir un jour des enfants à Joury Tremblay, tu sais. Ben, qui sait? Oui, effectivement, au Québec, on en met des noms de famille. Ah oui, on est bon là-dedans. Alors, Mathieu, des gens comme ça qui, dans le fond, s'en viennent ici, ils sont déjà pistonnés vers vos services. C'est rare que tu arrives ici et tu dis, bon, je fais quoi, comment je m'arrange? Il y en a, évidemment, il y en a. Nous, on travaille beaucoup à faire de la sensibilisation auprès des employeurs, auprès des acteurs économiques pour leur dire, écoutez, nous, on est là, on peut vous aider à accueillir vos employés. On est là pour ça, c'est notre rôle, c'est notre mandat. Puis, dans le fond, on a ce mandat-là d'accueil, mais on a un mandat aussi d'aller en chercher des nouveaux. Avec Place aux jeunes, on va participer à des kiosques
Exemple, au salon des migrations, des salons de l'emploi. Donc là aussi, avec ce côté-là, on amène des gens, on a des séjours migratoires, exploratoires qui s'en viennent. Des petites Le Vise Charlevoix séduction. fait-tu partie de toute cette intégration-là? Oui, Vise Charlevoix, eux, c'est une stratégie d'attractivité. OK. Puis dans le fond, nous, on travaille plus au niveau de l'intégration, au niveau de... Après Donc, ce on travaille, mouvement. exactement, on travaille ensemble, Ben évidemment. oui. Là, Oui. on se Tout arrimé complète. l'ensemble Exactement. des services à On se faire. complète, là. Parce que là, avant, c'était un petit peu départementalisé. Maintenant, c'est, je pense, c'est davantage unifié en termes de type de service. Ben oui, effectivement, avec la corporation, c'est ça qui mélange les 4 services spécialisés. Il y a la circonstance qui fait des chandelles aussi, qui fait de la réinsertion, le CAFO Jeunesse Emploi et le service d'accueil de nouveaux arrivants qui comprend Place aux jeunes. Bien, c'est sûr qu'on peut offrir une gamme de services assez variée là, aux gens qui viennent. Puis on est quand même bien positionné pour faire de l'accueil. Puis la municipalité, la ville de Baie-Saint-Paul, les accueils à bras ouverts, elle est très impliquée. Il y a beaucoup Oui, de- effectivement. Il y a les conseillers Mais là-dedans. spécialement là, pour les conseillers, les familles syriennes, évidemment, c'est un projet particulier de parrainage. Donc, c'est Mme Lamy qui les parraine, Thérèse Lamy. Mhm. Donc, c'est que ça, c'est un statut particulier, on va dire, pour eux. Mais les villes sont très collaboratrices. Les municipalités et les citoyens aussi très collaborateurs. On n'a pas de commentaires négatifs. Tu sais, on aurait pu croire, mais on n'a pas ça. Les gens sont ouverts d'esprit. Puis les gens aussi ils reconnaissent le problème de main-d'œuvre. Ouais. Ne veut pas, ça, De plus en plus. Exactement. C'est un incontournable. Là. Ça a fait partie, effectivement, de la dernière élection. Exactement. En termes là. de thème. Exactement. Alors, on a besoin de plus en plus. Là, ouais. Puis dans des postes variés aussi. Tu sais, c'est pas non plus. Il ne faut pas penser que c'est du cheap labor en bon français. Ouais. Là. Tu sais, c'est des gens qui viennent pour travailler, ils ont de la formation, ils ont des connaissances. Donc, il ne faut pas penser qu'ils vont venir, qu'on va leur faire de la vaisselle. Tu sais, il faut faire attention à ça, là, évidemment. Puis c'est sûr que tu sais, nous aussi, on s'assure, sans faire de sélection d'employeurs, c'est sûr que on s'arrange aussi pour travailler avec des employeurs qui ont une bonne renommée. S'il y en a qui ont des pieds sur de route de plainte au nom du travail, bien évidemment, on va être un peu plus froid Ouais. à travailler avec eux, on s'entend. Là. Ça n'arrive pas dans Charlevoix, ça. Non. Alors, on va lancer l'invitation à l'ensemble de la population de Baie-Saint-Paul et des environs. Si vous voyez une personne qui a l'air étrangère, hein, qui vient d'arriver, c'est une nouvelle immigrante chez nous, donc une réfugiée, dites-lui donc bonjour. Exactement. Dites-leur bonjour. Ils sont les bienvenus chez nous. Ce sont des citoyens comme, comme vous et moi. Puis on a beaucoup à apprendre en échangeant avec eux. Effectivement. C'est autre chose. Effectivement. Et ils ont à apprendre de nous également. Évidemment. C'est une richesse très collective. Puis ils sont très redevables aussi. Accueillir une nouvelle famille, avoir l'impression de changer une vie, c'est très valorisant. C'est peut-être un peu égoïste ce que je vais dire, mais c'est très valorisant parce qu'ils le rendent bien. Eux sont conscients de leur situation, puis quand ils te disent merci beaucoup, ils te disent merci beaucoup, ils te regardent dans les yeux, on sent que c'est sincère. Donc, c'est très valorisant là, de contribuer à changer une vie. Là, ça. Si on ne fait pas ça, c'est comme si on créait deux solitudes. Exactement. Le Québec versus le Canada anglais. Puis on n'a pas idée à quel point des petits gestes peuvent faire une différence. Parce que quand on jase avec les anglophones ou les anglophones jasent avec les francophones, il y a une communication qui s'installe. Absolument. Si on s'intéresse à leur culture, on est déjà moins étranger. Puis quand on explique des choses, ils comprennent davantage. Et vice-versa aussi. Exactement. Alors, c'est de l'échange. Exactement. Tout le monde est gagnant Bon. d'échanger ensemble. Puis, Bon, à ma retraite, j'irai peut-être échanger avec ces gens-là. pas obligé d'attendre la retraite. C'est bon. Mathieu Tremblay, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Nous parler beaucoup, Armand. effectivement du vécu de ces gens-là. Au plaisir. Merci. Maurice Lavoie, grand bénévole de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, bien le bonjour. Bonjour, Herman. On est habitué de se rencontrer sur ce plateau Oui. parce que tu es très impliqué puis tu as à cœur effectivement des levées de fonds pour ramasser des sous, pour venir en aide effectivement à l'hôpital, à la Fondation de l'hôpital, parce que l'hôpital comme tel, ça fait beaucoup de choses, mais ça a quand même besoin d'aide. De là le fait, le bien fondé de la Fondation. Merci. Alors toi, tu es très impliqué avec le Quilloton C'est ça. et avec le CHSLD, si je comprends bien. C'est Oui, la deuxième c'est ça. fois, là, Oui. c'est la deuxième édition. Oui, c'est ça. Puis, oui, au niveau de la Fondation, ça fait 10 ans que je suis bénévole pour eux. Puis, j'ai fait plusieurs fonds, comme plusieurs campagnes dans différents Ouais. fonds. Il y a 6 fonds. Oui. Oui, le fonds CHCLD, c'est la deuxième année qu'on fait un quilloton.
Puis c'est toujours les mêmes formules qui reviennent à tous les ans. C'est une formule amusement. On s'amuse, on joue 3 parties à Bonneuf. C'est vraiment clair de lune, une ronde à 14 heures. Puis une Clair de ronde, lune, c'est que ça met de l'ambiance. ça met de l'ambiance. C'est plaisant aussi parce que il y a toutes sortes de monde. Il y a une équipe, les élus. Monsieur le maire vient, les mairesses, après ça, mesdames les députés. Puis aussi, il y a des médecins. C'est un beau social, là, puis c'est plaisant. C'est une belle activité. Là, tu t'y prends tôt, là, parce que c'est en 2020, au mois de février, c'est le 22 février. Ah. Là, on sensibilise les gens à dire que ça s'en vient. Bien, je te dirais, moi, là, je voudrais laisser, je me prends tôt. Non, c'est pas tôt parce qu'il faut donner notre date à. Tu sais, tu organises aussi des activités. Moi, je veux que les autres organisent pour pas qu'on se tire dans le pied. Parce que ça devrait arriver des années, on était 10 la même date. OK? Je te dis pas qu'on réussit pas. Moi, quand ça arrive à la même date, j'aimerais bien ça participer à d'autres dans l'heure, mais je ne peux pas. Mais moi, en donnant ma date là, à Saint-Cy, les gens m'appellent, m'interpellent. Quand est-ce que tu fais ton quilloton? Fais-tu encore? Ça fait que. C'est des bons signes. Ça veut dire qu'ils vont vouloir participer. Bon, oui. Hein? Puis aussi, comme tu sais aussi, au niveau de la Fondation, ils s'occupent du point de vue là, administration. Ils m'aident aussi pour les reçus puis les lettres de remerciement. Mais avant les fêtes. Il y a une nouvelle directrice générale de la Fondation. Oui, là. oui. Catherine Dufault, salut. On va recevoir bientôt sur ce plateau. Là. Oui, puis c'est ça. Puis on commence avant parce que moi, je vais voir, je vais toujours fonctionner comme ça. Je vais voir le monde, je vais créer des dons, vendre des allées, après ça, ramasser il y a une partie commanditaire qu'on commence à bien faire, que je tiens à remercier en passant aussi tous les commerces qui ça fait depuis une dizaine d'années qui m'aident, qui sont toujours les mêmes, là, puis les nouveaux. Puis l'autre partie aussi, c'est les inscriptions. Moi, ça touche toutes. Les inscriptions aussi, ça commence de bonne heure. Puis c'est des équipes de 6. On a 12 allées là-bas. Ça fait que tout ça ensemble, c'est moi qui s'occupe de ça. Là. Tu sais, quand même, ça paraît pas, mais c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de temps aussi comme ça. Puis aussi, on a annexé au quai, là, ce qui est plaisant, on a un tournoi de billard. Oui, pour les amateurs de billard. Snooker, c'est M. C'est encore populaire, le billard? Oui, oui, ça embarque pas mal. Puis c'est Mario Tremblay, le propriétaire de Pillarama, et Gaston Lacroix qui s'occupe de ça. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je tiens à les remercier en passant. Là, c'est eux autres qui donnent un montant d'argent à nous autres là, pour les quais. Mais c'est ça. Alors, finalement, donc le 22, là, si on veut s'inscrire pour dire j'ai une équipe, parce que, comme tu disais, c'est des équipes de 6. C'est ça. Alors, on communique avec toi, là. C'est ça. Ou à la Fondation. Oui, c'est ça. Puis on essaie toujours d'avoir 6 parce que des fois, là, on paye en arrivant. S'il y en a un qui est malade, il ne paye pas. Des fois aussi, il y a la tempête. On dit toujours aux alentours sans voix. S'il y a une tempête, il faut en avoir 50. Il va faire beau. Puis, froid, mais beau. Aussi, c'est une période aussi, comme tu sais, les organismes ont beaucoup sollicité des bonnes causes aussi. Il n'y a pas rien que la mienne, non. Tu sais, on essaye de tout ensemble s'aider. Ça fait que moi, je dis que c'est pas un téléthon. Ce que j'apporte à la Fondation, aussi à ce nouveau fonds-là, c'est un nouveau fonds. C'est valorisant parce que la clientèle est vieillissante. Notre clientèle, il y a 100 usagers qui restent à l'hôpital ou au CHCLD. Il y a une moyenne d'âge de 84 ans. Puis moi, là, le but premier, là, c'est d'améliorer les services, d'aider les intervenants, les usagers avec des bons services. Ça vient de chercher. Là. Pour améliorer les services, ça prend des sous. Ça prend des sous, ça prend des équipements. Vous avez recueilli 12 000 qui est une première là, en termes de volume c'est monétaire. Un record, ça a jamais arrivé dans tout. Ça fait une dizaine d'années que je fais des quilletons. Là, au début, on commençait avec 1500. Là, puis, entre 5 et 10, c'est bon. On ferait 10 cette année, je serais content dans le contexte là, économique et tout ça. Là. Puis aussi, avec le 12 000 on m'a dit que cette année, il y avait la Fondation en partenariat avec le CIUS, avec eux. Ils demandent des équipements. Ils avaient acheté des divans thérapeutiques et ils avaient fait une salle de thérapie là, pour travailler avec la clientèle qui en a besoin, là, puis des équipements. Là. Ça veut dire que... Oh, l'argent n'est pas envoyé en l'air. Non, on ne part pas sur le party, on vient aider effectivement. Ça nous revient, dans le fond. Moi, je dis que ça nous revient personnellement à nos familles. On a tout un membre, Herman, de notre famille qui peut être là, qui est oré, qui a besoin. Moi, c'est toujours dans le but, personnellement, là, d'améliorer les services. Ces gens-là, les intervenants, il faut les aider. À partir de quoi? Des équipements. Des sous que vous donnez, ça reste ici. C'est très clair, ça reste ici. C'est des équipements qui nous reviennent. Moi, c'est pour ça, c'est ça qui m'encourage à continuer.
puis à aider la Fondation. Je suis très fier de ce que je fais. En tout cas, c'est chapeau. À chaque année, il y a des présidents d'honneur. C'est toujours, on est privilégié parce que c'est le soutien de la famille des propriétaires du IGA, les Ménard. C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait 5 ans, eux, ils sont présidents d'honneur. Luc, Marc, Francis Ménard sont copropriétaires. Ils ont fait 3 ans avec moi l'équipe pour les soins palliatifs. Et ça fait 2 ans le fonds CACLD. Pour eux, c'est important. Ils disent que eux aussi, c'est un commerce qui est impliqué dans la communauté. C'est une manière de redonner. Ils viennent aussi jouer avec nous autres le soir, là, avec le conjoint. Puis je pense que ça lui fait du bien. Ça lui fait comme une manière de décompresser de l'ouvrage, puis de s'amuser. Alors, les quilles, ça commence à quelle heure? Les quilles, on a une ronde à 14 h, le samedi, le 22 février. Les souliers sont inclus. Ça coûte 20 par adulte. Les enfants, c'est 14. On a une ronde à 18h30. Bon, il y a 2 rondes. On a 12 allées? 12 allées. À 6 personnes par allée? Oui. 2 fois dans la 2 journée? fois. On peut, c'est entendu que le soir, il y a un petit peu moins de monde, là, mais on pourrait dire au top, là, on pourrait aller jusqu'à 140 joueurs, là, mais aux alentours 100 joueurs, là, les quilles, là, dans le contexte aujourd'hui, là, on peut dire que c'est bon. C'est une activité bénéfice, là. 100 joueurs, c'est bon. Puis aussi, comme je te disais tantôt, c'est plaisant parce qu'il y a toutes sortes de personnalités. Ouais. Ça fait que, puis on s'amuse. Tout est là. C'est l'objectif. Ça ne coûte pas cher non plus, 20 là. Moi, je ne suis pas terrible au quilles. Je fais plus de dallo que j'aboie de quilles, là, mais je veux dire, le plaisir est là. Il faut rire de soi-même là-dedans. C'est ça, puis il y en a masse aussi qu'ils viennent donner des dons. Là, En haut de 10 la Fondation émet des reçus. Fait que je ramasse les coordonnées. Les gens aussi, s'ils ont des questions tout ça à poser, même... on communique avec toi. Oui. Quel numéro? 633 oui. 67 36. OK. Puis ils peuvent m'appeler pour savoir quoi que ce soit. Ou des fois, ils peuvent appeler aussi au bureau de la Fondation Kevin Demel ou Catherine Dufour, la nouvelle présidente. Puis je tiens à remercier aussi le CA, Dr Paquette, puis tous les membres du CA. Là, on est très bien, comment je te dirais, là, on est très bien à côté. Là. C'est des gens qui sont en arrière, les bénévoles, qui les supportent. Puis ça travaille mieux. Bien. Ça, on ne se caffera pas, M. Corret. Quand tu es aidé, on ne se sent pas tout seul. C'est justement. Voilà. Le reste, je pense, vient... En se regroupant, on déplace des montagnes. C'est ça. Puis aussi, on travaille aussi avec les médias. Je tiens à vous remercier aussi, vous, de m'avoir accueilli, d'avoir du temps d'antenne pour ma cause. Je pense que c'est important. Oui, c'est de bonheur, mais pour moi, c'est pas de bonheur. Parce que tous les organismes qui nous écoutent vont dire « Ah, Maurice a donné sa dette. C'est un gars qui est correct. » Parce que là, à partir de sa dette, on sait qu'il fait son événement, sa dette-là. Puis là, on a le temps de se faire une équipe, de t'appeler, on réserve une allée, puis on va s'amuser. C'est ça. Alors, on prend le message à la volée comme telle, c'est le 22 février 2020 que ça a lieu. C'est ça. Entre-temps, on peut communiquer avec toi. C'est ça. Puis il va y avoir une conférence là, en fin de janvier à venir. Là, ça fait que à suivre. Tout le reste, ça, c'est pas moi, je m'occupe de mon activité. Le reste, on va laisser ça au grand de CIUS et la Fondation qui... Et voilà. Ben, Maurice Lavoie, merci beaucoup. Qui-a-t-on, tu l'attends. J'ai pas dit qui-a-t-on. Non. Qui-a-t-on. Okay. C'est pas grave. 2020. Merci. Allez. Et voilà, une autre émission qui s'achève. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes invités. Merci à vous qui êtes fidèles à cette émission. Si vous voulez voir ou revoir nos émissions, l'ensemble de nos émissions produites à TVCO, je vous invite à aller sur notre site Internet tvcotv.com et vous allez voir, vous allez y retrouver l'ensemble des productions de notre belle télévision. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook TVCO. La télévision d'ici, bien sûr, la télévision qui vous regarde. Alors, là aussi, vous allez voir de fil en aiguille l'ensemble de nos activités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.